Alors, je vois pas de nouvelles demandes d'accès, donc je pense qu'on va pouvoir, démarrer sans tarder. Bon, pour ceux qui sont arrivés, qui viennent juste, d'arriver, donc, bonjour. Heu Bienvenue dans ce webinaire consacré aux compétences, psychosociales dans la prévention des addictions. Ce programme s'inscrit dans le cadre, du programme qui, a été développé, par le CIDJ, qui s'appelle «Non aux addictions, oui à ma santé» et qui s'appuie aussi sur un site dédié, dont vous avez le lien là, je vous le remettrai dans le chat, qui est le site santéaddiction.fr. Depuis cette année, le programme, «Non aux addictions, oui à ma santé» est, aussi déployé en partenariat avec, des centres régionaux information jeunesse, donc dans toute la France, heu et avec un volet, plus marqué depuis cette année sur la dépendance aux écrans. Voilà. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir, 2 intervenantes, Solène Dizy, qui est responsable territoriale de la FRAPS Promotion Santé Oui, et bonjour. Magali Huvier, qui est chargée de projet au CICAT. Bonjour. Voilà, pour, vous parler donc, de ces compétences psychosociales, en particulier dans le cadre de la prévention des addictions. Voilà. Je vous précise aussi que ce programme est soutenu par le Fonds de lutte contre les addictions. Voilà. Écoutez, j'ai encore une personne à admettre dans la salle d'attente. Voilà, c'est chose faite. Solène, Magali, je vais vous laisser la main, du coup. Merci. Juste peut-être préciser l'organisation du webinaire. Donc, on est sur un temps, d'1 heure 30. La présentation des intervenantes va durer environ 1 heure et la demi-heure restante sera consacrée à, répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser et donc n'hésitez pas à les, poser, à travers le fil de discussion, donc le chat et pendant l'intervention, Pardon. donc de nos 2 intervenantes, je serai en veille sur vos questions et de façon à les restituer, aux intervenantes dans la dernière demi-heure. Voilà, donc écoutez, Solène, Magali, je vous laisse la main et Merci. je vous dis donc, à tout à l'heure pour les questions-réponses. Merci. Merci. OK. Eh bien, on va commencer du coup par la présentation du CICAT. Donc, le CICAT, c'est une association qui œuvre sur l'Eure-et-Loir et donc CICAT, c'est Centre d'information et de consultation en alcoolologie et toxicomanie. Le CICAT, c'est une association qui porte ce qu'on appelle un XAPA. Un XAPA, c'est un centre de soins, d'accompagnement, pour, toutes les personnes effectivement qui sont sujettes, pardon, à une addiction quelle qu'elle soit. Au sein du CICAT, donc au sein de l'association, on a aussi un service prévention formation dont je fais partie, effectivement. Donc on a effectivement, donc des rendez-vous au sein du CICAT qui se font de manière anonyme et gratuite. C'est important de le savoir, on peut prendre un rendez-vous à partir de 12 ans. Et donc du coup, ça peut être anonyme et gratuit. Donc si effectivement un enfant, un ado, un jeune ne veut pas que, ses parents soient au courant qu'ils viennent, au SICAT et bien c'est possible effectivement. On ne demande pas la carte vitale, on ne demande pas tout ça. Donc ça se fait assez simplement au SICAT. Il faut savoir qu'on a aussi donc des CJC, c'est des rendez-vous justement spécifiques pour les jeunes qui ont entre 12 et 25 ans. Et on a aussi ce qu'on appelle des points de contact avancés. C'est-à-dire qu'on a des, travailleurs, comme, des psychologues ou des infirmières qui vont au sein des, établissements scolaires de l'Eure-et-Loir. Donc on a un certain nombre d'établissements scolaires qu'on arrive à couvrir et dans lesquels on arrive à aller au moins 1 fois par semaine pour être au plus proche des jeunes quand ils ont des questions justement au sujet des addictions. Que ce soit pour eux ou pour leur entourage. Voilà. Si? Donc, moi, je suis Solène Dizy, je travaille à la FRAPS Centre Val-de-Loire. Donc, c'est la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé.
La FRAP, c'est une association qui porte le pôle de compétences en promotion de la santé. Elle a été créée en 2005 et elle participe à la mise en œuvre des politiques régionales de santé publique. Elle est un interlocuteur légitime des instances régionales et nationales. Et elle défend aussi l'intérêt de ses membres dans les respects de valeurs partagées de la promotion de la santé. Et notamment, le CICAT est adhérent à la FRAPS. Alors nous, on fonctionne par département, donc on a la chance de porter aussi le service promotion santé. Donc il existe des promotions santé dans tous les départements, enfin et même dans toutes les régions de France. Nous, on porte, la FRAPS porte le service promotion santé. Et donc il y a une antenne par département pour accompagner toute personne de tout profil, monde différent, sur les actions qu'ils souhaitent porter en prévention, promotion de la santé. Donc, on a des missions différentes qui sont payées par, principalement, enfin financées, pardon, payées, financées par l'Agence régionale de santé. Donc, on a l'accompagnement méthodologique des structures pour des projets ou des actions. On a des services documentaires avec un service en ligne. On intervient toujours auprès du public, ce qui permet de nourrir nos accompagnements et aussi nos formations, juste en bas. On a de la coordination territoriale, donc l'ARS nous demande sur certaines thématiques de coordonner par département les thématiques. Et on a habilité organisme de formation, on est Calliope. Voilà pour la présentation de la FRAPS et du CICAT. Donc, on est deux associations euréliennes, puisque moi, je porte le service promotion santé Antenne 28. Et du coup, on travaille beaucoup de concert, parce que pour nous, c'est important de faire du lien entre nos deux structures et c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Donc, les objectifs du webinaire, c'est tout d'abord découvrir les compétences psychosociales. Alors, je vais être très honnête avec vous, ça va être une sensibilisation parce que les CPS, aujourd'hui, on en parle énormément, mais il y a quand même tout un gros travail derrière avec un temps d'appropriation. Donc là, mon but pour moi, c'est de vous donner envie d'aller ensuite plus loin sur les CPS et de voir leur intérêt. Et puis, c'est de saisir l'enjeu des compétences psychosociales dans la prévention des comportements à risque et notamment des addictions. Du coup, on va commencer effectivement par définir ensemble ce que c'est l'addiction et différencier l'addiction et la drogue. L'addiction, du coup, la définition de l'OMS, donc il y en a plusieurs, mais celle-ci, ça va être celle de l'Organisation mondiale de la santé. Elle définit l'addiction en 3 points. Le premier, c'est l'impossibilité répétée de contrôler un comportement ou de consommation d'une substance ou d'une activité. Vraiment, je vais faire cette activité où je vais consommer de manière répétitive tout le temps, encore et encore, j'arrive pas à m'arrêter. Le deuxième point, c'est je continue ce comportement alors que je sais très bien que c'est mauvais pour ma santé, que ça va avoir des conséquences néfastes sur ma vie sociale, ma vie de famille, ma vie professionnelle, ma santé directement. Et pourtant, je ne peux pas m'en empêcher, je le fais quand même. Je sais que c'est pas bien et pourtant je le fais. Et le dernier point, c'est le manque, c'est-à-dire que on parle vraiment de manque lié, c'est un symptôme de la maladie, parce que l'addiction, c'est une maladie. Et quand j'en ai pas ou quand je ne fais pas ce comportement addictif, effectivement, je suis en manque, je ne suis pas bien. Donc, dans les symptômes, ça peut être effectivement, par exemple, des suées, des tremblements, etc. Et il y a le phénomène du craving qui peut arriver. Le craving, c'est cette idée que je ne suis pas en train de consommer, je ne suis pas en train de faire mon activité. Et là, il y a une odeur, un son, quelque chose qui va arriver en me disant «Ah, et si, là?» Et j'en ai du coup envie. Après, à voir si je vais céder à la tentation ou pas. Mais le craving, c'est ça. Il faut savoir que l'addiction, c'est une maladie chronique, c'est une maladie à vie.
C'est-à-dire que je peux être fumeur pendant 20 ans, je vais arrêter de fumer à 40 ans, mais jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai potentiellement cet état de craving, une soirée, un moment, effectivement, qui va me rappeler, ah oui, tiens, c'était top quand je fumais à ce moment-là, cette soirée, mais non, j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans, donc je ne vais pas reprendre, je ne vais pas céder à la tentation, mais l'envie, le craving va quand même rester effectivement à vie. J'espère que du coup, j'ai été assez claire sur l'addiction. Du coup, il faut différencier l'addiction et la drogue. L'addiction, vous avez compris effectivement que ça peut être sur un comportement. On va les étudier, les voir ensemble après. Et ça peut être aussi l'addiction à la drogue. La drogue, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est forcément une substance ou un produit qui va agir sur mon cerveau et qui va modifier mon état d'être. Ça va modifier ma vision, ça va modifier ma façon de penser, mes émotions, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement une substance psychoactive. La drogue, effectivement, il y en a plein que vous connaissez certainement. Il y en a peut-être que vous ne soupçonnez pas. Celle à laquelle on pense bien généralement, c'est le cannabis. C'est effectivement la première drogue illégale consommée en France. Mais il y a aussi donc le cannabis, la cocaïne, etc. On est d'accord que ce sont des drogues. Mais il y a aussi des drogues légales en France à partir de 18 ans. Et c'est le tabac et l'alcool. Donc oui, l'alcool est une drogue. Oui, le tabac, c'est une drogue aussi. Effectivement, de toute façon, c'est simple, hein, l'exemple, l'alcool, c'est si j'en bois, ça va agir sur mon cerveau et ça va clairement modifier mon état d'être. Donc des fois, on a des visions, on a déjà vu peut-être, enfin voilà, dans des films ou en vrai, des amis voilà, qui se sont mis dans des états effectivement où la drogue a pris le dessus. Et donc, du coup, on a la deuxième partie, c'est-à-dire les addictions comportementales. Donc là, c'est une addiction qui n'est pas au produit, c'est une addiction à une activité. On a elles ont été recensées par l'Organisation mondiale de la santé, effectivement, dans la CIM. La CIM 11, c'est effectivement la classification internationale des maladies. Et le DSM-5, effectivement, c'est le diagnostic et les statistiques des troubles mentaux. Donc, c'est eux qui vont répertorier effectivement les addictions comportementales à aujourd'hui. Et je dis bien à aujourd'hui parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles choses qui sont réinterrogées et qui pourraient intégrer cette liste. À aujourd'hui, officiellement, il n'existe que l'addiction au sport qui est reconnue. Celle au travail, oui, ça existe, l'addiction au travail. La dépendance sexuelle et affective, les troubles du comportement alimentaire, les achats compulsifs. Alors attention, achats compulsifs, c'est pas je vais faire du shopping tous les week-ends, du coup je suis addict au shopping, c'est pas ça. On est sur un autre état, effectivement, ça va plus loin que ça. Et certains jeux vidéo, du coup, pas tous, effectivement. Et le dernier, c'est les jeux d'argent et de hasard avec les paris sportifs en ligne, etc., qui rentrent aussi dans cette catégorie. Si vous avez des questions là-dessus, vous n'hésiterez pas, effectivement, je pourrais y répondre à la fin. Oui, n'hésitez pas à les poser dans le chat tout de suite pour pas qu'on les oublie par la suite. Exactement. On va vous diffuser une petite vidéo donc de Maths Digital qui vous explique effectivement un petit peu comment dans le cerveau ça se passe, pourquoi il y a une addiction qui se crée et comment ça peut arriver effectivement. Elle est plutôt simple. On en discute après. Solène, Magali, nous n'avons pas de son. Est-ce que vous Ah, avez y a du pas son, le vous, son? de votre côté? Non. Pardon. Pardon? Il y a un pas- souci avec le son? Alors, pas de son. Ouais, Ok. j'ai Ah, confirmation dans le chat. ok. Ok. Donc on va remettre partager. Ah, c'est parce que, ouais, alors, il y a eu une déconnexion. On remet la vidéo tout de suite. Super, Pardon. merci.
Ces actions apportent des sensations. Je voudrais la remettre au début. C'est surtout ça. On va la remettre. Ouais, Voilà. Ça doit être bon. Notre cerveau doit assurer de multiples tâches. Une analyse de stimuli de l'environnement, l'activité motrice ou sensorielle, la mémoire, l'apprentissage, la prise de décision, l'humeur, le plaisir, etc. Son fonctionnement repose sur un réseau de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres. Pour se parler, les neurones utilisent des messages électriques ou des messagers chimiques, les neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs. Dans le cerveau, il existe un système qui favorise les actions nécessaires à notre survie comme boire, manger, se reproduire. La réalisation de ces actions apporte des sensations plaisantes, d'où son nom, système de récompense. Ce circuit en boucle part du cortex, va dans le noyau accumbens, puis dans l'aire tegmentale ventrale et revient au cortex via le thalamus. Pour aller du noyau accumbens à l'aire tegmentale ventrale, il y a deux voies possibles. La première passe par des neurones portant les récepteurs à la dopamine de type D1, qui favorise la réalisation des actions. La seconde voie, qui au contraire freine les actions, porte les récepteurs D2 à la dopamine. La récompense est l'aboutissement de plusieurs phases. Au départ, il y a un stimulus, par exemple la photo d'un gâteau dans un magazine. Le stimulus est analysé, la mémoire est interrogée pour savoir s'il y a la désinformation. Y a-t-il des gâteaux dans le frigo? Si on accorde peu de valeur au stimulus, par exemple « Ok, je sais mais je n'ai pas faim », la voie D2 est activée et aucune action n'est entreprise. Si par contre la valeur du stimulus est élevée, cela me donne super faim. La voie D1 est activée et l'action commence. On se met en marche vers la cuisine. Plus on approche le frigo, plus l'excitation monte. Miam miam, je vais manger. Le système de récompense enclenche la libération de dopamine qui atteint son maximum quand on ouvre la porte du frigo et qu'on voit le gâteau. La dernière étape est la récompense proprement dit, je mange le gâteau. Ce scénario est mémorisé avec une connotation positive. Si on pense au frigo ou au gâteau, cela donnera envie de manger. C'est l'effet renforçant. Il est dû à la dopamine qui prédit les récompenses et renforce les actions conduisant à leur obtention. La prise de drogues comme le cannabis, l'alcool, la nicotine et bien d'autres provoque une libération de dopamine bien plus forte que celle d'une récompense naturelle. L'effet renforçant des drogues est donc très puissant. Si on répète la prise de drogue, le circuit D1 peut devenir hyperactif et pousser encore plus à chercher la drogue. Cette hyperactivité retentit sur la consommation qui devient compulsive, c'est-à-dire qu'on aura le plus grand mal à s'arrêter. C'est la perte de contrôle. Plus on consomme de produits, moins on en tire de récompenses. C'est l'accoutumance qui est un mode de défense du cerveau. Par contre, le désir peut être puissamment ancré dans la tête et l'absence du produit peut entraîner un mal-être appelé le manque, qui sera levé si on consomme. La recherche du produit devient alors envahissant. Au final, le produit peut kidnapper le système de récompense. La recherche et la consommation du produit monopolisera le cerveau, qui n'arrivera plus à assurer ses autres tâches. Le cerveau sera prisonnier, c'est l'addiction. Bien sûr, tout le monde ne devient pas addict après avoir consommé une drogue, mais aujourd'hui, on ne peut pas le savoir à l'avance. Ok, donc pour finir avec cette vidéo, avant que j'explique cette slide, effectivement, le moment où la dopamine elle est la plus forte, c'est pas le moment où je vais fumer ma cigarette, c'est le moment où je sais que le paquet il est là sur la petite table basse, que je me dis bah, j'ai 5 minutes devant moi et j'ai le briquet, j'ai tout, bah, mon corps va se lever. Et je sais que je vais aller fumer cette cigarette, je sais que je vais sortir la fumée. C'est là le moment où la dopamine, elle est la plus forte. Et une fois que le système, du coup, le stimulus a été écouté et que le corps s'est levé, c'est impossible de faire marche arrière, c'est terminé, j'irai jusqu'au bout de l'action. Sinon, ça va prendre toute la place dans mon cerveau jusqu'à ce que de toute façon, je le fasse. Et l'effet renforçant, effectivement, c'est vraiment l'idée que le cerveau va enregistrer cette cigarette comme un moment plaisant qui a libéré de la dopamine juste avant. Et donc, du coup, l'effet renforçant, c'est qu'à chaque fois que je vais penser à cette cigarette, du coup, je vais penser à ça comme un moment de plaisir. Bien que quand on tombe dans l'addiction, à un moment donné, finalement, il n'y a plus de plaisir, c'est devenu un besoin. Et pourtant, mon cerveau l'aura enregistré comme un moment de plaisir. Donc, je n'aurai plus de dopamine, j'aurai plus tout ça. Et pourtant, voilà. Donc, c'est là l'effet renforçant qui va amener à un moment donné potentiellement à l'addiction. Du coup, je passe à l'histoire de la rencontre. Il faut savoir qu'avant, il y a encore quelques années, on traitait effectivement l'addiction en fonction du produit que la personne allait consommer.
Par exemple, il consomme de la cocaïne, c'est un cocaïnomane et donc on va considérer que si on lui enlève le produit, ça y est, l'histoire est réglée et tout est terminé, on l'a sauvé. Non. Sauf que c'est pas comme ça, effectivement. Aujourd'hui, on sait, avec les années, heureusement, on a pris en compte la personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, bah oui, mais tiens, s'il consomme de la cocaïne, c'est qu'à un moment donné, il en a peut-être besoin. C'est que ça vient peut-être répondre à une problématique chez lui. Ça vient peut-être l'aider à quelque chose. Et donc, effectivement, on accompagne les personnes maintenant en prenant en compte ce fameux triangle que vous avez là. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'individu, qui il est, enfin, ce dont il a besoin, etc. On va prendre en compte son environnement, le contexte dans lequel il évolue, son travail, l'école, les copains, l'entourage, etc. Et le produit, effectivement. Et l'addiction, du coup, elle se conçoit sous tous ces angles-là et sous l'entièreté, enfin voilà, avec tout ça. C'est plus juste une personne et un produit, c'est l'ensemble. Donc, c'est de cette manière, effectivement, qu'on prend les choses et dans laquelle on accompagne les gens. Quelques chiffres qui peuvent être intéressants, effectivement. Donc, c'est des derniers chiffres qui sont sortis là, il y a quelques mois. Sur l'usage quotidien en France, effectivement, on a à peu près 3,3 millions de personnes qui boivent de l'alcool quotidiennement, donc tous les jours. On a à peu près 11 millions de fumeurs quotidiens, donc tabac. Il faut savoir que ces chiffres-là, sur les 5 dernières années, ils ont baissé. On était à 5 millions de buveurs d'alcool et à 15 millions de fumeurs de tabac. Et donc là, effectivement, sur les 5 dernières années, les chiffres ont baissé. C'est bien. Et on estime à peu près 900 000 fumeurs de cannabis. Ce chiffre-là, il n'est clairement pas à la hauteur de la réalité. Mais effectivement, comme le cannabis, c'est une substance illégale, il est difficile de savoir et de jauger. Effectivement, on n'a pas de chiffre puisque l'État n'a pas d'emprise là-dessus. Sur l'alcool et le tabac, on sait combien de paquets de cigarettes sont achetés par jour, etc. en France. Là, le cannabis, on ne peut pas savoir. Et puis, les gens, ils ne vont pas arriver dans un XAPA ou à l'hôpital, etc., en disant j'ai des problèmes de santé parce que je fume du shit. Enfin, voilà. C'est quand même illégal. Donc, ça se sait moins. Donc, on sait que les 900 000, on est bien au-delà. Sur l'usage régulier, effectivement, on est donc à 8 millions de Français qui boivent de l'alcool régulièrement. 15 millions de fumeurs réguliers et 1,4 million de fumeurs de cannabis, effectivement, donc pareil, de même, usage régulier, on sait que le cannabis c'est au-dessus de ça. Et l'usage occasionnel sur l'année, occasionnel, c'est vraiment 1 à 2 fois par an. On est à 40 millions de personnes qui consomment de l'alcool et 5 millions de fumeurs de cannabis. Donc là, on va considérer que ça va être par exemple une soirée Nouvel An. Voilà, Nouvel An, d'habitude, je ne bois pas dans l'année, mais là, bon, je vais prendre ma petite coupe de champagne. Ou alors justement, Nouvel An, je fais la fête avec les copains et puis du coup, il y a un joint qui tourne, allons-y, je vais fumer dessus. Voilà, on est plutôt là-dessus, sur ce genre de chiffres. Et vous voyez que du coup, on n'a pas le tabac dans l'usage occasionnel parce que le tabac, c'est une drogue tellement avec un pouvoir addictogène tellement puissant que, en gros, c'est soit on fume pas. Fumer 1 clope par an ou 2 clopes par an, c'est très difficile. Soit j'ai fumé pendant des années et du coup, je vais pas me permettre de refumer 1 ou 2 clopes par an parce que je peux très vite retomber dans l'addiction de la cigarette. Donc, on est plutôt effectivement sur la cigarette, sur un usage quotidien ou régulier, c'est-à-dire je vais fumer tous les week-ends ou enfin voilà, c'est plutôt dans ce style. Donc, voilà. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas aussi. Merci Magali pour ce retour sur l'addiction. Donc, vous allez voir les liens très proches entre les compétences psychosociales et les addictions. Déjà parce que finalement, ce sont les programmes de prévention contre la toxicomanie Oui. qui ont
fait émerger les CPS dans l'histoire de la PPS. Alors chez nous, c'est le PPS, c'est Prévention, Promotion de la Santé. Donc dans les années 70, il y a un monsieur qui s'appelle Hardwinson, qui est un médecin, qui a fait des études sur les programmes de prévention basés sur la peur au niveau des toxicomanes. Et ben, on s'est rendu compte que quand on travaille sur la peur, au mieux, il n'y avait pas de modification des consommations, et ça c'est bien au mieux, mais au pire, ça a augmenté les consommations avec cette notion un petit peu de défiance, des impositions, de la peur, etc. Donc, on s'est rendu compte, et on le revoit, je me permets de te récupérer ce schéma-là, où tu disais, c'est l'addiction, on ne peut pas le voir que sous l'angle individu-produit, mais qu'on doit tout voir le contexte. Et la prévention est passée à la promotion de la santé. On ne travaille plus sur la maladie, sur juste l'état, on va dire, de la personne, mais on va réinclure l'individu au centre des dispositifs. Et là, on va être la prévention, la promotion de la santé, puisque finalement, le but pour nous, ça va être de rendre la personne actrice de sa santé, et on va à la fois intervenir sur sa pathologie, mais aussi son champ santé mentale, et aussi sur le social. Et c'est cette vision de la santé qui va être un petit peu importante pour nous, et notamment avec les compétences psychosociales. Alors, la définition des compétences psychosociales. La première qu'on a eue, c'est celle de l'OMS en 1993. C'est pas si vieux que ça, pour ma part, puisqu'il a fallu entre les années 70 et 93, 20 ans de travaux pour pouvoir aboutir à cette définition. Donc, c'est la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Comment une personne, face à une difficulté, va être en capacité de faire face. Donc, c'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Donc, l'OMS, tout ce qui est compétences psychosociales, c'est dans l'OMS, on a 3 grands domaines. On a la santé mentale, la santé physique et la santé sociale, qui correspond finalement à la définition de la santé. Et du coup, c'est la branche santé mentale de l'OMS qui a défini les compétences psychosociales. Donc, c'est maintenir un état de bien-être mental au mieux en s'adaptant à ce qui se passe autour de nous et aux difficultés de la vie. L'OMS, dès le départ, a proposé une classification des compétences psychosociales avec 5 couples de compétences. Les couples de compétences, c'était, si on va les lire ensemble, vous allez voir, c'est quelque chose, oui, vous nous apprenez rien. Non, je ne vais rien vous apprendre en effet, c'est tout à fait logique. Donc, c'était quoi? C'était savoir résoudre des problèmes. D'accord, super, oui, en effet, c'est important dans la vie de résoudre des problèmes. Savoir prendre des décisions, donc faire des choix qui soient constructifs. Avoir une pensée créative, c'est-à-dire face à un problème, je ne reste pas bloquée si j'arrive pas à trouver une solution, et je vais essayer de trouver d'autres chemins possibles. Donc, vous voyez déjà entre le premier et le deuxième, il y a des interconnexions, oui, elles sont interreliées. Développer un esprit critique, par rapport à ce que je vois. Savoir communiquer efficacement, donc être habile dans ses relations interpersonnelles. Donc, je communique et du coup, j'arrive à avoir des relations qui me sont positives pour moi-même. Avoir conscience de soi, qui je suis. Avoir de l'empathie, donc envers les autres. Et puis, savoir réguler ses émotions et savoir gérer son stress. Donc, c'est très, très joli. C'est très, très chouette. En effet, il faudrait savoir faire tout ça. On sait bien que ces compétences psychosociales, elles ne sont pas toujours au top en fonction de ce qui nous arrive, mais de les travailler, et notamment dès le plus jeune âge, nous permet de les maintenir le plus possible et de savoir rebondir en cas de difficulté. Oui, parce que les compétences psychosociales, c'est pas inné et c'est pas de l'acquis non plus. Ça se travaille tout au long de la vie. Tout à fait. Et que, alors oui, il faut le travailler dès le plus jeune âge, mais pour moi, tout est développemental. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas acquises, bien sûr, le cerveau, alors il est mature à 25 ans, donc il est en phase de travail, il est plastique, mais tout se développe et peut se refaire. Ça sera plus difficile après 25 ans parce que, entre guillemets, normalement, le cerveau est immature, mais c'est tout à fait possible.
Et en 2001 jusqu'en 2021-2022, l'OMS a reclassifié ces compétences en 3 catégories. Donc, on retrouvera les couples de compétences dans les 3 catégories, sociales, cognitives et émotionnelles. Et on va en rediscuter un petit peu plus par la suite. Pas de souci, t'inquiète pas. Alors, voici une infographie qui présente l'ensemble des compétences psychosociales réactualisées, cette fois-ci non pas par l'OMS, mais par la France et donc par Santé publique France, notre organisme national. Donc, il s'est rebasé sur les compétences, les 3 grandes compétences, cognitives, émotionnelles et sociales, et il les a différenciées en 9 compétences générales et 21 compétences spécifiques. Pour que vous les appréhendiez mieux, on vous passe une vidéo. Avant de la passer, je regarde si le son, cette fois-ci, il est bien partagé, donc normalement, on est bon. Les compétences psychosociales, CPS, ont été définies dans les années 90 par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une traduction du terme life skills, compétences utiles pour la vie. L'OMS définit de façon générale la compétence psychosociale comme la capacité d'une personne à faire face efficacement aux exigences et aux défis de la vie quotidienne. C'est la capacité d'une personne à maintenir un état de bien-être psychique et à le démontrer par un comportement adapté et positif lors d'interactions avec les autres, sa culture et son environnement. En 2021, après 30 ans de travail scientifique et théorique et l'analyse de programmes probants, Santé publique France a produit une synthèse réactualisée. Le référentiel stipule que les CPS constituent un ensemble cohérent et interrelié de capacités psychologiques qui permettent d'augmenter l'autonomisation et le pouvoir d'agir, de maintenir un état de bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de développer des interactions constructives. Santé publique France a redéfini le classement des CPS. Il se fait en 3 grandes catégories reprenant les 3 grandes sphères de la psychologie. Compétences cognitives, compétences émotionnelles et compétences sociales. La première catégorie regroupe les compétences cognitives. Avoir conscience de soi, capacité de maîtrise de soi, prendre des décisions constructives. La deuxième définit les compétences émotionnelles. Avoir conscience de ses émotions et de son stress, réguler ses émotions, gérer son stress. Et la troisième catégorie définit les compétences sociales. Communiquer de façon constructive, développer des relations constructives, résoudre les difficultés. Les CPS peuvent se développer par des apprentissages formels, psychoéducatifs ou informels au quotidien. Elles ne sont pas innées et se travaillent. Elles ont un impact positif en favorisant le pouvoir d'agir et le bien-être. Les CPS améliorent le climat et la réussite scolaire. Elles offrent aux enfants et aux jeunes des clés utiles à leur développement pour leur vie actuelle et future. Donc en fait, voilà, ce sont des vidéos qu'on produit et du coup, c'était pour vous présenter, les compétences psychosociales, la nouvelle classification. Alors, on va être un petit peu embêtant, mais il faut savoir que, tout ce travail, là qui a été fait depuis, 20 ans, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il se base notamment sur les programmes probants.
Donc, les programmes probants, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les programmes qui ont été évalués scientifiquement et qui ont prouvé leur efficacité. Donc, aujourd'hui, il existe plusieurs programmes probants sur lesquels nous, on travaille aussi, notamment sur les addictions. Oui. Donc, il y a le programme Unplugged, qui est à destination des 12-14 ans Oui. sur le développement des compétences psychosociales dans la prévention des addictions. Mais on a des programmes aussi chez les plus jeunes, style Oscar. Oui. Donc ça, c'est un programme qui a été spécifiquement travaillé en région centre, Oui. donc qui a été fait par une structure d'addictologie qui est du 41, Oui. et dont le psychiatre travaille. Donc au départ, les principaux programmes probants d'ailleurs étaient des programmes de prévention des addictions. On a aussi un programme sur la parentalité qui était à l'origine sur les addictions. C'est le programme PSFP, qui est un programme national aussi et qui est fait en Eure-et-Loire. Et dans d'autres, c'est le CODES 06 Oui. du sud de la France qui a mis en place ce programme en priorité. Et puis, il s'est développé de plus en plus de programmes probants ouverts pas que sur les addictions. Et donc, on en arrive aux programmes prometteurs. Eux, ils n'ont pas encore été évalués complètement scientifiquement, mais ils ont prouvé qu'il y avait la première évaluation a montré qu'il y avait quand même des portes d'entrée qui devenaient efficaces. Et notamment, on en a chez les tout petits comme Tina et Tony. En maternelle. Chez les 4-6 ans. C'est très sympa et ils ont un cerveau très plastique, je vous assure, à cet âge-là, il y a beaucoup de choses qui avancent. Alors, je vais vous embêter un peu, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle classification française qui est en cours d'élaboration. Donc, elle est basée toujours sur ces 3 grands champs de compétences, les compétences cognitives, les compétences sociales et les compétences émotionnelles. Mais elle a été un tout petit peu, cette classification et ces compétences, remodifiées à la fois sur le fond, mais surtout sur la forme, où en fait, on va reclasser les compétences en 2 phases. La première phase, elle se base sur la compréhension et l'acceptation, c'est-à-dire comprendre les mécanismes, notamment psychologiques, qui sont en jeu dans les compétences psychosociales et les accepter. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, il va être beaucoup plus facile de réguler et d'accomplir les tâches qui sont liées aux compétences psychosociales. Donc, d'abord, première chose, j'identifie, je comprends, j'accepte. Parce qu'il y a des choses, c'est pour les comprendre, mais on ne les accepte pas du tout. Et on va le voir notamment dans les addictions. Oui. On comprend les mécanismes des addictions, mais c'est pas pour ça qu'on régule et qu'on accomplit derrière. Alors, avant de voir la classification un peu plus en détail, on voudrait vous faire comprendre l'intérêt de développer les compétences psychosociales. Déjà, chez les enfants. Chez les enfants, ça favorise le développement, le neurodéveloppement, ce qu'on appelle tout ce qui est en termes de plastique du cerveau au niveau social, émotionnel et cognitif, donc sur les apprentissages. Ça aide à faire des choix judicieux. Ça se prépare à affronter des traumatismes puisque les enfants les difficultés de la vie, elles arrivent. Ça augmente le bien-être et diminue les comportements défavorables à la santé. Et ça favorise l'estime de soi. Donc, comme chez les adolescents, ça favorise notamment, et on l'a vu dans la vidéo juste avant, ça favorise tout ce qui est apprentissage, la réussite scolaire et aussi la réussite professionnelle. Donc ça a été prouvé scientifiquement au travers des différents programmes probants. Et puis, ça favorise aussi un climat scolaire favorable et bienveillant. Pas trop ce qu'on voit en ce moment dans les actualités. Pour autant, travailler les CPS, on a vu que ça fonctionnait bien. Et on s'est rendu compte que les programmes CPS étaient d'autant plus efficaces sur les populations qui en avaient le plus besoin. Donc ça, c'est aussi intéressant, notamment par rapport aux jeunes que vous suivez. Si vous souhaitez mettre en place des programmes, parce que vous pouvez dans vos structures aussi mettre en place des programmes, c'est tout à fait possible. Voilà. Les personnes qui en ont le plus besoin, c'est chez eux que c'est le plus efficace. Chez les ados, ça permet de prévenir les consommations de substances psychoactives, les problèmes de santé mentale et les comportements violents. Et ça favorise l'estime de soi. Et chez les adultes, ça favorise les changements ou adaptations aux risques encourus, attitudes et comportements déjà installés. Ça agit sur le bien-être et la qualité des relations. Ça favorise les pratiques positives, les relations positives entre parents-enfants, surtout à l'adolescence. Et ça augmente le sentiment d'auto-efficacité et le sentiment d'efficacité parentale.
ça favorise toujours l'estime de soi. Chez les adultes et chez les plus âgés, on se rend compte aujourd'hui, parce qu'il commence à y avoir des programmes de compétences Oui. psychosociales, nous on emmène un chez les plus de 60 ans, ça préserve l'autonomie. Donc, ce qui est assez aussi intéressant pour tout ce qui est notion de dépendance. Alors, vous voyez, j'ai mis partout favorise l'estime de soi. Vous avez dit, elle répète. Pourquoi l'estime de soi, on entend souvent comme quoi c'est une compétence psychosociale. Pas du tout. C'est les compétences psychosociales qui participent à l'estime de soi. Mais l'estime de soi en elle-même n'est pas une compétence psychosociale. Il faut bien faire la différence. C'est pour ça que je vous l'ai remis partout et que ça me permettait de ne pas l'oublier pour vous le dire. Je continue. Alors, donc au niveau individuel, voilà ce que ça apporte. Mais les compétences psychosociales apportent aussi au niveau collectif. Parce que quand on renforce les capacités d'une personne, ça augmente sa meilleure santé mentale et c'est un enjeu fondamental en matière d'investissement social. Plus une personne se sent bien, plus elle va s'investir au niveau social, plus ça va augmenter au niveau collectif la participation et du coup, tout ce qui est climat scolaire, etc., on le voit là-dedans. Donc, dans ce champ, le développement des compétences psychosociales, dans le cadre de la PPS, a une importance vraiment particulière parce qu'il contribue pleinement à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population en général. Il augmente la capacité des personnes à participer à la société. Il concourt à réduire les inégalités sociales et de santé. Donc, un des indicateurs fondamentaux en France de l'état de santé d'une population, c'est déjà de demander à la population elle-même comment elle se sent et est-ce que se sent en bonne santé. Et du coup, travailler les CPS permet d'augmenter sa santé mentale, d'avoir une vision plus positive de sa santé, de faire face au traumatisme et du coup, finalement, d'avoir une meilleure santé globale. Et donc de réduire tout ce qui est accès aux soins et puis consommation notamment et consommation de substances psychoactives. Alors, revenons-en à nos 3 grandes catégories de compétences pour voir un petit peu ce qu'elles sont, avec les compétences cognitives. Alors au départ, je vous ai toujours mis la définition de Santé publique France qui est faite par des psychologues et psychiatres, donc qui est, on va dire, pas très vulgarisée, mais du coup, finalement, c'est des gros mots, mais qui peuvent être tout simplifiés très facilement. Parce que forcément, quand on entend ensemble de capacités psychologiques impliquant des activités mentales qui permettent de renforcer le pouvoir d'agir, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de maintenir un état de bien-être psychique, on se dit oui, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont toutes les compétences de capacité à réfléchir et à raisonner. Donc, on va utiliser quoi? Le cortex préfrontal, donc la partie du cerveau de capacité à raisonnement. Cette compétence, bien entendu, quand il y a des troubles, Oui. elle peut être difficilement atteignable. On aura toujours des potentiels. Nous, on part de potentiels, pas de difficultés. Ça, c'est notre culture en promotion de la santé et que vous utilisez aussi beaucoup au CICAD. C'est-à-dire, on ne va pas partir des difficultés, on part des potentiels. Mais les potentiels, ils peuvent être plus restreints en fonction des troubles de la personne. Donc, les compétences psychosociales, ce n'est pas une baguette magique non plus. Il ne faut pas se dire, ça va tout résoudre. Non. Ça participe, c'est très utile, mais ça ne résout pas tout. Donc, pour cette compétence cognitive, on a 3 CPS générales. La conscience de soi, la capacité de maîtrise de soi et la prise de décision constructive. Pour la conscience de soi, on a la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, c'est hyper important parce que c'est savoir qui je suis. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce qui va être satisfait chez moi ou non satisfait pour pouvoir trouver des solutions notamment. Et la connaissance de soi, elle est déjà la base pour travailler sur les addictions. On l'a vu tout à l'heure, vous avez vu le triangle dont vous parlez Magali, c'est un individu avec un produit et avec son environnement. Donc, l'individu, il faut déjà connaître qui il est. C'est la base. Donc, la conscience de soi, c'est tout ça. Et puis, il faut savoir que certaines personnes, quand leurs besoins personnels ne sont pas satisfaits, mais déjà, il faut savoir qu'on ait des besoins, et ils vont pas identifier quels besoins et ils vont se tourner plus facilement vers un produit. Oui. Pourquoi? Parce que la réponse, elle est immédiate avec le produit.
Et du coup, ça va être important. Ensuite, savoir penser de façon critique. Eh ben, l'influence de l'environnement. Tout à l'heure, on parlait du triangle, toujours ce fameux triangle sur la dicto. Eh ben, on va voir que dans un groupe, en fonction de qui on va être, qui sont nos copains, qui sont nos pairs, eh ben, on va être plus ou moins influencé. Et puis, penser de façon critique, c'est aussi penser de façon critique vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire nos pensées ne sont pas des faits. Et des fois, il y a certaines personnes qui confondent les ruminations, les faits, leurs peurs que ça engendre, hein, parce que ça engendre des peurs. Et du coup, elles n'arrivent pas à le gérer et elles vont se tourner vers quelque chose qui les apaise très vite. Et du coup, notamment, ça peut être sur toutes les addictions. Pour la capacité d'auto-évaluation positive, bah, c'est qui je suis moi et comment je peux me trouver des forces et comment je vais être bienveillant envers moi-même. Et ensuite, la capacité d'attention à soi, c'est-à-dire à m'écouter. Parce que les addictions arrivent très souvent aussi, parce qu'on cumule, on ne s'écoute pas, on se dit toujours ça va aller, je continue, et puis on arrive au burn-out, etc. Et on se tourne vers quelque chose qui va nous soulager rapidement, entre guillemets, parce qu'on sait bien que vous avez vu le fonctionnement du cerveau, ça fonctionne en fait pas comme ça, mais on va se dire ça, mais juste parce que sur le choix qu'on a fait, donc la capacité de faire des choix efficaces, on n'a pas choisi le bon choix. Ensuite, la capacité de maîtrise de soi, capacité à gérer ses impulsions. On a vu que dans certains cas, quand le cerveau, avec la dopamine, il était beaucoup trop stimulé, cette capacité-là, on ne peut plus. Elle est court-circuitée parce que les addictions, notamment aussi avec substances, viennent jouer là-dessus. Et puis la capacité à atteindre ses buts, là c'est très très chouette parce que notamment dans la démarche d'arrêt, cette capacité-là va être très sollicitée. Mais bien entendu, pour atteindre ces buts, il faut que nos buts ils soient concordants. Donc essayer de faire arrêter quelqu'un à sa place, entre guillemets, l'inciter ne fonctionnera pas. Il faut que la personne, ça soit concordant avec ses valeurs et ses objectifs à elle, pour que la motivation, elle soit réelle. Si vous avez tous vécu dans vos vies, vous avez fait des choix un petit peu parce qu'on vous les a imposés, et vous êtes beaucoup moins motivé quand vous avez envie de faire, quand on vous impose quelque chose, que quand c'est quelque chose qui vous habite, qui vous anime. Et pour la démarche d'arrêt, on est pareil. Donc, surtout si vous êtes entourage de personnes, n'insistez pas. Il y a des moments qui sont plus propices, mais ces moments plus propices, ce sera seules les personnes qui pourront les décider. Vous ne pouvez pas avoir des besoins pour les autres. Les besoins, ils sont personnels. Et dans la dernière catégorie, je regarde juste l'heure, ça va, on a prendre des décisions constructives. Donc, capacité à faire des choix responsables. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, par exemple. Voilà, et ça, c'est très efficace pour les adolescents, les jeunes, mais c'est aussi très efficace pour les adultes. On se rend compte qu'il y a beaucoup aussi d'accidents qui sont très liés à la consommation de produits stupéfiants, pas que chez les jeunes majeurs, c'est pas que chez les 18-25. Et puis, la capacité à résoudre des problèmes de façon créative, et là, on est dans toutes les dimensions où si une solution qu'on a trouvée, elle ne fonctionne pas, comment je vais essayer de chercher d'autres moyens? Déjà, je peux aussi demander de l'aide, etc. Mais qu'il n'y a pas, en règle générale, il n'y a pas qu'une solution, qu'on ne choisit pas parfois la meilleure, mais qu'on choisit aussi la moins mauvaise. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc voilà, là, on était sur toutes les compétences de raisonnement, de prise de recul, de je m'écoute, donc je travaille sur moi. Dans les phases de classification, où je vous ai dit, donc la conscience de soi, c'est une des premières compétences aujourd'hui qui est mise à l'honneur en 2025. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les gens ne prennent pas le temps de réfléchir sur eux-mêmes et du coup, si on ne prend pas ce temps-là, il y a des choses derrière qui ne découlent pas. Si on n'a pas réfléchi sur soi, la capacité à faire des choix responsables, elle est beaucoup plus difficile. Les compétences émotionnelles.
Ah, les émotions aujourd'hui, c'est la tarte à la crème. Donc, les compétences émotionnelles, elles manquent aussi. Elle a dû sauter, mais c'est pas grave. Donc, les compétences émotionnelles, donc c'est toutes les compétences, l'ensemble de capacités psychologiques qui impliquent des processus et des états affectifs qui permettent de renforcer le pouvoir d'agir, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de maintenir un état de bien-être psychique. Donc, ça correspond à tout ce qui est émotion et au stress. On a vu avec Magali tout à l'heure que les circuits qui mêlent les addictions, donc que les addictions, jouent sur la régulation des émotions et donc vont empêcher certains fonctionnements sur les émotions. Plus on consomme et on est addict jeune, le cerveau étant plus immature, du coup, il n'est encore pas, entre guillemets, complètement terminé, mature au niveau des compétences qu'on a vues précédemment et du cortex préfrontal, donc de capacité de raisonnement. Et du coup, bah, là, ça va renforcer tout ce qui est comportement, on va dire, extrême. Puisqu'en plus, les émotions seront encore moins bien gérées. Sur les compétences émotionnelles, 3 compétences générales, ça fonctionne de la même façon. Tout d'abord, avoir conscience de ses émotions et de son stress. Ensuite, réguler ses émotions et gérer son stress. Alors, la conscience des émotions et de son stress, déjà, c'est de comprendre que les émotions et le stress, elles sont nécessaires. On se dit, bah oui, mais il y a des émotions, elles ne sont pas agréables. La colère, la tristesse, etc. Oui, mais elles ont un sens. C'est en fait tout simplement le cerveau qui nous dit réagis face à une situation. Donc en gros, votre cerveau, il vous parle. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a des émotions positives et il y a des émotions négatives. Pas du tout. Toutes les émotions ont un sens, donc on va les classer plutôt en désagréables et agréables. Alors, bien entendu, on préfère les agréables et d'ailleurs, le cerveau va essayer toujours de revenir vers une émotion agréable. Et c'est notamment pour ça que dans les mécanismes addictifs, on a cette notion de j'en demande toujours plus pour essayer de retrouver cette sensation agréable et non pas la sensation désagréable que je ressens. Donc, il y a vraiment une importance à ne pas se couper de ses émotions. Parce que si on se coupe de ses émotions, alors dans un cas, ça peut être une stratégie très rapide utilisée pour faire face à un moment donné très rapidement. Oui, là, ça peut avoir du sens, mais cette stratégie-là, elle ne peut pas être utilisée au quotidien parce que sinon, on se coupe de nos émotions. Et quand on se coupe de nos émotions, ça veut dire quoi? Qu'en fait, il y a juste un besoin qui est satisfait ou non. Les émotions désagréables, c'est un besoin qui n'est pas satisfait chez nous. Et du coup, bah, si on ne s'écoute pas, si on ne va pas voir quelle est l'émotion et qu'on ne la reconnaît pas, eh ben, on va avoir du mal à finalement faire les bons choix pour pouvoir être mieux. La tristesse, notamment, c'est une émotion que les personnes n'aiment vraiment pas. En plus, dans nos pays français, enfin dans notre pays, c'est une émotion qui a pendant été très longtemps mise de côté, refoulée. Si tu es un homme, tu pleures pas, tu n'as pas le droit d'être triste. C'est associé à de la vulnérabilité. Donc, il y a toute cette histoire-là qui fait qu'aujourd'hui, la tristesse est très difficile à prendre en compte. Pourtant, si vous n'acceptez pas votre tristesse, votre cerveau ne peut pas se dire « je suis prêt pour aller vers autre chose. Je suis prêt pour recommencer ». Donc, voilà, il y a vraiment tout un sens et se dire que c'est important. Et puis, bah, la colère, ça nous fait avancer. À part, c'est la façon de le gérer qui va être un petit peu plus compliquée. Identifier ses émotions et son stress, c'est bien reconnaître quelles sont les émotions qui m'animent à ce moment-là. Pareil, aujourd'hui, dans nos pays un peu latins, on est très colère. Très colère. Il y a un truc qui ne va pas, c'est de la colère. Mais non, en plus, colère et peur, en général, sont très souvent mêlées. Parce que des fois, on peut avoir beaucoup d'émotions mêlées en même temps. Et du coup, quand on se trompe d'émotions, ben, on va se tromper notamment de besoins et on va se tromper de solutions pour savoir le résultat. Donc, bien identifier à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui m'anime en ce moment?
Alors, c'est pas parce que on a des expertises en compétences psychosociales, etc., qu'on est toujours bon au quotidien, il faut être très honnête aussi, et que les choses se font petit à petit et que nous, même notre apprentissage continue sur les compétences psychosociales et que on en apprend tous les jours et qu'on se prend aussi toujours des fois des claques, il faut être très honnête, parce qu'il y a des choses qu'on apprend au quotidien. Une fois qu'on a compris ces émotions, qu'elles ont un sens, qu'on sait les identifier chez nous, on va passer à la phase de régulation. Donc, exprimer ces émotions de façon positive, ça veut dire de façon ajustée. C'est-à-dire, je suis en colère, je ne vais pas cogner sur quelqu'un, je ne vais pas poignarder quelqu'un comme on l'entend actuellement. C'est comment je vais pouvoir exprimer ma colère de façon tout à fait appropriée. Et c'est possible. Et on a le droit d'être en colère, c'est pas un problème. C'est ça aussi. On entend souvent, tu es en colère, c'est pas bien. Bah si, tu as le droit d'être en colère. En plus, les émotions, par contre, ça, elles sont, elles sont innées, elles sont communes à tous les mammifères, déjà, notamment celles de base. Et du coup, ça, c'est pas quelque chose que on peut. Enfin, c'est un jugement personnel de valeur. On peut pas le dénigrer, entre guillemets. J'arrive pas à trouver mon mot, mais c'est pas grave. Mais voilà, il faut faire avec. Après, par contre, on va les exprimer de façon positive. On peut apprendre à les gérer en répétant, notamment, en apprenant à dire non, etc. Et du coup, ça va nous permettre de gérer au mieux nos émotions, c'est-à-dire en baissant un petit peu l'intensité sur laquelle on va travailler. Parce que les tout petits, leur cerveau, et jusqu'à l'adolescence, et même jusqu'à 25 ans, alors nos ados, ils claquent des portes, ils ont du mal à gérer les émotions. Ben oui, parce que leur cortex préfrontal, il n'est pas terminé. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont très sujets aux addictions, qu'ils sont en plus baignés d'hormones qui viennent d'arriver avec les hormones sexuelles. Ben, vous comprenez bien que, voilà. Et là, quand on leur dit, contrôle-toi, arrête, il n'y a rien de pire pour faire exploser encore plus l'émotion. Parce que l'émotion, c'est une phase de charge, une phase de tension, une phase de décharge. En même temps, vous, adultes, quand vous êtes en émotion très intense ou en relation de travail, quand vous êtes en émotion très intense, n'allez pas chercher à parler à quelqu'un. Ça ne sert à rien puisque son cortex préfrontal qui est ici, il disjoncte. On n'est plus en capacité de raisonnement quand nos émotions sont en intensité trop forte. Donc, un petit enfant qui vous fait une super crise dans un magasin, que tout le monde adore ce moment-là, le seul truc, c'est qu'il faut attendre que ça passe. Et surtout, la priorité, c'est mettre la personne en sécurité. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui s'invectivent un peu de tout ce qui est salle de gestion des émotions, notamment dans les centres pour personnes déficientes intellectuelles, en disant mais c'est horrible, etc. Non, c'est juste des salles qui permettent de mettre la personne en sécurité pour éviter qu'elle soit violente envers elle-même et aussi envers les autres. Donc ça a du sens. Et puis, on a géré son stress, donc réguler son stress au quotidien, notamment en utilisant toutes les méthodes de relaxation, pleine méditation, mais je ne parle pas de pleine conscience, récupération d'attention à soi, etc., pour éviter d'utiliser les addictions, notamment pour ça. Oui, parce que les addictions sont souvent liées à des émotions et du stress, qui sont en fait des besoins insatisfaits à l'intérieur de soi, si je reprends le déroulement complet. Et puis, en situation d'adversité, comment je gère une situation par stratégie de coping, c'est-à-dire, finalement, il y a une situation d'adversité, et qu'est-ce que je fais? Il y a toutes les formations, notamment PSC1, etc., qui sont faites justement pour gérer des situations d'adversité. Mais tout ce qu'on espère, c'est qu'elles ne nous serviront jamais, parce que ça veut dire que finalement, on n'en aura pas eu besoin et qu'on préfère ces situations-là. Donc, les compétences émotionnelles, elles sont remises au goût du jour aujourd'hui. On en parle beaucoup au niveau éducation nationale, au niveau de l'enfance. Pourquoi? Parce qu'elles ont quand même, pendant un certain nombre d'années en France, été complètement mises de côté, puisque les émotions étaient assimilées à de la vulnérabilité, ce qui n'est pas du tout le cas. Et si elles sont mises de côté, et en plus qu'elles vont, on dit, c'est toi qui m'avais dit cette phrase-là, je te la laisse du coup.
C'est effectivement ça, c'est qu'il faut absolument laisser ses émotions s'exprimer parce qu'une émotion qui ne s'exprime pas va s'imprimer. Et ça, il faut le savoir qu'une émotion qui s'imprime ressortira de toute façon à un moment donné. Et sauf qu'à ce moment donné-là, on ne gérera plus rien. Donc, il faut absolument laisser ses émotions s'exprimer au moment où on la vit. Par exemple, tout ce qui est besoin insatisfait de sécurité. Les gens qui ne se sentent pas en sécurité, donc qui ne s'écoutent pas, donc il va y avoir beaucoup de peur qui va être refoulée, qui va être remise de côté. C'est le système urinaire qui va être mis en cause. Et du coup, avec des cystites à répétition, etc. Donc, il y a vraiment des choses qui... On est un alignement corps-cerveau, tout est lié. Les dernières, donc ce sont les compétences sociales, donc toutes les compétences de relation aux autres. Donc ce sont l'ensemble des capacités psychologiques impliquant des comportements relationnels qui permettent de renforcer le pouvoir d'agir, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de maintenir un état de bien-être psychique. Donc comment on rentre en interaction avec les autres? Bien entendu, vous avez vu qu'elles sont toutes interreliées parce qu'on ne peut pas les dissocier l'une les autres, elles fonctionnent ensemble. Il y a communiquer de façon constructive, développer des relations constructives et résoudre des difficultés. Alors, tout d'abord, dans la relation constructive, c'est tout ce qui est capacité d'écoute empathique. Comment j'écoute les gens. Il y a vraiment une différence, là je vous remonte juste avant, il y a vraiment une différence entre sympathie, compréhension et empathie. La sympathie, comme vous voyez sur le schéma, c'est j'arrive, je tombe dans le trou avec la personne. Est-ce que je vais pouvoir l'aider? Non, puisqu'on va être maintenant tous les deux au fond du trou. Donc déjà, c'est je mets de la distance par rapport à ce qui se passe. Ensuite, c'est courage, je suis avec toi, mon pauvre. La compassion. Ouais, Je compatis à ta douleur. pas facile qui t'arrive. Eh oui. Là, ça n'aide pas forcément la personne non plus. Parce que on va être dans un peu plus même que dans l'écoute de ce qu'elle vit. On va aller dans un petit peu, on lui met la tête sous l'eau, il faut être très honnête. Et la empathie, elle, c'est attrape. C'est-à-dire, je comprends ce qui se passe. Là, la personne, elle est dans un trou, elle est tombée. Je peux lui envoyer une corde pour l'aider à sortir. Par contre, si la personne ne se saisit pas de la corde, eh ben, je ne peux rien faire. Je peux éventuellement me dire, attention, la corde n'était pas la solution adaptée. Du coup, je vais lui chercher une échelle. Mais si la personne, elle veut toujours pas monter, eh ben, elle ne monte pas. Donc, c'est ce qu'on vous disait un petit peu tout à l'heure avec la notion d'aide à l'arrêt ou d'accompagnement de l'entourage face à une situation d'addiction. Vous pouvez tendre une corde, vous pouvez accompagner, mais à la fin, la dernière marche, c'est la personne qui devra la faire. L'écoute empathique, c'est pas de jugement. Donc, juste un truc, un conseil n'est bon que s'il est demandé. Des fois, les personnes ont juste besoin de déposer. J'entends, je note, et puis dites pas à quelqu'un, je comprends si vous ne comprenez pas. Parce que des fois, il vit des choses, et vous ne les vivez pas du tout de la même façon, et vous dites, ah oui, je comprends ce que tu vis. Ben non, en fait, parce que je ne comprends pas, parce que je ne vis pas du tout la même chose et je ne le vivrai pas. Par contre, dire, je note, j'entends. Là, ça a du sens. Et là, vous allez être dans une posture compétence psychosociale et CPS, c'est-à-dire que vous allez avoir compris que la personne, elle vivait les choses. Vous ne vivez pas du tout la même chose qu'elle. Pour autant, vous êtes en capacité de vous dire, bah là, je vais l'aider parce que je sens qu'il y a quelque chose de difficile pour elle que je ne vis pas. Mais pourtant, je vais être dans la capacité d'aider. Ensuite, il y a tout ce qui est communication efficace. Ça revient aussi à exprimer nos émotions de façon efficace de tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais arriver à dire les choses pour me faire entendre, comprendre sans violence. Et au bon moment. Efficacement, ça ne sert à rien de discuter, comme on disait tout à l'heure, avec quelqu'un qui est en colère. Il faut attendre que ça redescende. Sinon, ce ne sera pas efficace. Du coup, c'est pour les personnes impulsives qui ont besoin tout de suite. Ben là, ça va être vos capacités de gestion des impulsions. Exactement. Il va falloir travailler sur vous-même parce que oui, mais moi, je veux résoudre le problème parce que là, maintenant, parce que la personne, mais oui, mais la personne, elle ne peut pas vous écouter parce qu'elle n'est pas en capacité de vous écouter parce que ce n'est pas le bon moment. Voilà, tout est lié. On vous le disait tout à l'heure. Développer des relations constructives. Bah déjà, développer des liens sociaux, donc des relations avec des personnes qui vous apportent du plus, avec qui vous êtes bien. Donc, ça veut dire aussi celle-ci,
rompre des liens qui ne nous sont pas profitables, des liens toxiques. Dans l'individu par rapport au triangle de tout à l'heure, c'est vrai qu'en fonction d'un jeune, si il va être avec des copains qui sont fumeurs, dans un environnement fumeur, qu'il a facilement accès aux produits parce qu'il y a un tabac juste à côté, il va rentrer plus facilement dans l'addiction que si c'est un groupe où il n'y a aucun jeune qui fume ou aucun de ses copains qui fume autour de lui. Voilà. Et puis, voilà, tous les liens sociaux, rompre des relations qui sont toxiques, voilà, c'est toutes les relations qui nous font du mal et qui aussi, même, on va dire, familièrement parlant, qui peuvent nous amener aux addictions pour compenser ce mal-être et ce besoin, parce qu'on a un besoin d'amour, un besoin d'appartenance qui va être insatisfait. Et du coup, on va se tourner vers les addictions pour un petit peu changer ce regard-là. Mais ça ne va pas résoudre ce besoin d'affection, parce que l'alcool ou le cannabis ou la cocaïne, ça ne résout rien. Ça ne résout rien. Ça soulage pour certains, mais ça ne résout rien. Temporairement. Oui, c'est ça. En plus. Et puis ensuite, on va avoir tout ce qui est développement de comportements prosociaux avec des attitudes, et des comportements prosociaux, c'est-à-dire ça être une personne aussi qui est ouverte et qui est constructive pour les autres. Parce qu'avec les enfants, on peut travailler, oui, tu dis que tu es toujours mis de côté, tu es toujours victime, entre guillemets, mais c'est quoi être un bon ami pour toi? Donc, on va lui faire travailler ça, il faut que la personne elle soit gentille. Est-ce que toi, tu imagines en ce moment que tu es comme ça avec les autres? Oui, les enfants, on peut les faire réfléchir, hein. Et du coup, ça, c'est super important. Et chez les ados aussi, c'est important. Mais chez les personnes âgées aussi, puisque les liens sociaux préviennent la dépendance. Une personne isolée qui n'a pas de lien social va facilement tomber dans la dépendance avec des pertes cognitives, etc., puisqu'il n'y aura pas d'entraînement. Et la dernière, et après je ne vous embête plus, je laisserai la place aux questions, c'est savoir résoudre des difficultés. Donc, savoir demander de l'aide, ça, c'est une capacité, les petits sont très bons, les adultes, non. Pour tout ce qui est jugement de valeur, être bienveillant avec soi-même, tout ça, on l'oublie parce qu'on a peur du regard des autres, etc. C'est aussi notre capacité à penser de façon critique, c'est-à-dire si je demande de l'aide, ça ne veut pas dire que je ne suis pas quelqu'un de bien, etc. La capacité d'assertivité et de refus, très intéressant sur apprendre aux jeunes à dire non aux compétences, aux substances psychoactives et aux comportements violents et agressifs. Ça, c'est des choses, on peut s'entraîner dans une séance d'unplugged, notamment, donc le programme dont on vous parlait tout à l'heure pour les 6e, 5e, 4e. Et clairement, il y a toute une séance, c'est comment j'apprends à dire non. Parce que pour certains, c'est très, très difficile de dire non. Et la dernière chose, c'est résoudre des conflits de façon constructive, c'est-à-dire que ça apporte à tous. D'être dans le consensus plus que le compromis, parce que le compromis, il y en a toujours un en général qui est un petit peu lésé par rapport à l'autre, alors que le consensus, tout le monde va y trouver son compte. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Hop. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. On va vous laisser les questions. Donc, on arrête le partage. Par contre, on pourra revenir à l'écran s'il y a des choses que vous voulez qu'on précise. Alors, c'est un webinaire particulièrement silencieux ce matin, dans la mesure où je n'ai pas eu de questions sur le chat. Ça peut vouloir dire que la présentation était particulièrement complète. On voit des questions qui commencent à apparaître. Voilà une première question. 2 questions. Alors, on va commencer par Gaëlle. Donc là, je suppose que vous la voyez. Comment envoyer un jeune dans un des programmes? Les programmes, je suppose que vous avez évoqués en début de webinaire, des programmes d'accompagnement. Et à qui faut-il s'adresser? Alors, moi, je vais parler des programmes probants et je te laisserai tout ce qui est CJC et compagnie. Est-ce que ça te va? Donc, un jeune, en fait, les programmes, si vous voulez, ils sont mis en place dans les institutions qui sont l'école, qui sont là où ils sont, entre guillemets, captifs.
Donc, nous, par exemple, Unplugged, etc., c'est un partenariat avec l'éducation nationale ou avec le périscolaire où on va en mettre en place ces programmes-là. On ne peut pas envoyer un jeune comme ça. C'est au sein de l'institution. S'il est au sein de l'institution, il pourra en bénéficier. Par exemple, sur notre territoire, je sais qu'il y a aujourd'hui la volonté de mettre des programmes à destination de tous. L'éducation nationale, pareil, parce qu'il y a une directive interministérielle à la suite de la reclassification des compétences psychosociales en 2021 par Santé publique France, qui fait le lien entre 9 ministères pour que, à l'horizon 2037, tous les enfants aient pu bénéficier de programmes de prévention sur les compétences psychosociales. Donc, ça, c'est en train d'être mis en œuvre. On fait partie, pour ma part, je fais partie des personnes formées expertes au national sur les compétences psychosociales. On est 150 en France, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de cette formation. Et on est en train de mettre en place au niveau français, Santé publique France, les régions, etc., tout ce déploiement. Mais on a commencé en 2024, ça a pris du retard et du coup, c'est à l'horizon 2037. Donc, il faut laisser un petit peu le temps de s'organiser pour pouvoir arriver à proposer à tous les jeunes ces dispositifs. Je te laisse. Et du coup, effectivement, pour les CJC notamment, donc les consultations pardon, jeunes consommateurs, effectivement, là, c'est un simple rendez-vous. Donc, chez nous, effectivement, dans notre département, c'est pour les 12-25 ans. Ça, c'est pas non plus un suivi, on est juste sur, on va dire, de 1 à 5 rendez-vous pour les consultations jeunes consommateurs. On va au rythme de l'enfant, de l'ado, du jeune. S'il ne souhaite venir que sur un rendez-vous, il viendra qu'un rendez-vous. S'il estime qu'il a besoin de revenir et qu'il a encore des informations à demander, voilà, ça sera le cas. Donc, on remettra un rendez-vous. Donc là, c'est à l'initiative du jeune, c'est à lui de téléphoner et de prendre rendez-vous tout simplement. Donc nous, effectivement, on est CICAT, on est l'association sur le territoire de l'Eure-et-Loir, le 28, qui portons ce dispositif, merci. Mais il faut savoir qu'il y en a un dans chaque département en France. Donc après, il suffit d'aller regarder peut-être sur Internet, effectivement, quelle association porte ce dispositif dans votre département à chaque fois. Et après, il suffit de prendre rendez-vous. Sur le FDT, vous devez avoir les coordonnées. Ah oui. Normalement, ils sont répertoriés. Bien pensé. Donc, l'Office français des drogues et des toxicomanies. Est-ce qu'on a Ok, très répondu? bien. Gaëlle va peut-être nous le confirmer. Merci. Parfait. Alors, on avait la question de Charlotte également, qui se demande si, à votre connaissance, les CPS sont intégrés dans les programmes de l'éducation nationale en tant que tels, ou bien si on est seulement encore dans des interventions en one-shot ou dans la transversalité. Alors non, depuis que justement, le ministère de l'Éducation nationale fait partie du groupe de travail et de l'instruction interministérielle. Du coup, par exemple, moi je sais que j'ai été formée notamment avec des professionnels de l'Éducation nationale. Ils ont ce qu'on appelle le lab CPS. Aujourd'hui, notamment tout ce qui est kit empathie, tous les kits empathie qui sont sortis depuis ces dernières années, c'est pas que sur l'empathie, c'est sur les compétences psychosociales en général. Et normalement, ça devrait être mis en place, voilà, partout à l'horizon 2037. Donc, c'est vraiment aujourd'hui intégré. Le problème, c'est que le temps de former l'entièreté des professionnels, c'est un petit peu long. Et qu'en plus, nous, ce qu'on souhaiterait en tant qu'association de prévention et promotion de la santé, c'est que ça soit intégré, si vous voulez, les formations sur le CPS dans le circuit de formation continue. Ça, c'est ce qui serait vraiment important, sachant qu'il faut bien être conscient que pour avoir une attitude pro-CPS et développer les CPS des enfants, il faut avoir, nous, en tant qu'adultes, travailler nos propres CPS et comprendre bien nos propres CPS et les CPS en général, même si on n'est pas bon partout, ça, pas de souci, mais les avoir bien intégrés pour ensuite pouvoir transférer ces compétences-là aux enfants. Donc ça a vraiment été prouvé scientifiquement. Donc quelqu'un qui se dit, je vais faire des CPS, j'applique le kit empathie, mais sans avoir été formé et sans s'être posé soi-même ses propres questions,
ça peut être contre-productif aujourd'hui. Donc, il faut vraiment être soi-même dans une attitude de j'y vais, quoi. Et ce qui, des fois, est pas facile parce que ça remue. Il faut être très honnête. Quand on vous fait travailler sur la conscience de soi et sur qui vous êtes, nos formations aujourd'hui, vous pouvez être sûr, chaque formation, on peut avoir 1 ou 2 personnes sur les émotions, voilà, et sur la conscience de soi. Voilà, les gens viennent, se disent: «Je venais, pro, mais je repars avec du perso et ça m'a bousculé». Oui, on comprend, ça bouscule. Mais après, ça bouscule, mais on en voit tout l'intérêt, donc Pour du positif. voilà. Charlotte, j'espère que ça a répondu à ta question. Merci. OK, je note horizon 2037, ça semble loin quand même, au vu de, surtout de ce qui s'est passé récemment dans l'actualité. Oui, mais justement, c'est les compétences psychosociales, alors si on lit à l'actualité, tout à fait, mais c'est des jeunes qui n'ont pas bénéficié de programmes, de développement des compétences psychosociales et en plus, travailler les CPS, si l'environnement du jeune à l'école, à la maison et cetera, n'est pas favorable, ça sera pas d'une qualité splendide. Il faut qu'il y ait vraiment tout un environnement qui soit favorable. Et par exemple, on sait aujourd'hui qu'à l'école, pour savoir si l'environnement est favorable, on va voir l'état des toilettes. C'est tout bête, mais si vous voyez l'état de dégradation des toilettes d'une école, vous faites très facilement le lien avec le climat scolaire. C'est rigolo, hein? Mais Intéressant. oui, c'est un indicateur très important du climat scolaire. Donc, l'horizon 2037, je suis d'accord. Seulement, les préventions des compétences psychosociales, on est dans de la prévention primaire, en amont des problèmes. Malheureusement, là, les problèmes, ils arrivent aujourd'hui très forts avec une différence et avec une, comment dire, aujourd'hui, quand on parle d'éducation positive, beaucoup de gens confondent éducation positive et éducation laxiste. Mmh. Et qu'on se retrouve avec, voilà, le métier de parent, il n'est pas facile, on va être très honnête, et que les programmes de parentalité, et cetera, ils sont en place depuis pas très, très, très longtemps, ils ne sont pas généralisés et que, on est passé d'une éducation très restrictive précédemment à une éducation aujourd'hui où on a confondu laxisme et éducation positive. Dire non à un enfant, c'est absolument pas gênant, c'est structurant à partir du moment où c'est motivé. Oui, un enfant, on va pas lui dire: «Vas-y, traverse la rue comme tu veux, regarde pas parce qu'il faut que tu te développes». Non, enfin, il y a des passages piétons et cetera. Je vais pas te laisser traverser s'il y a une voiture qui arrive. Je te dis non et c'est normal. Et c'est tous ces enjeux-là, finalement, qui sont en train d'être retravaillés aujourd'hui, réévalués, et que ça prend du temps, et que les cohortes, oui, c'est à l'horizon 2037 parce que c'est dans 12 ans. Donc, c'est pour cette génération d'enfants qui est aujourd'hui. Je comprends, hein, mais c'était depuis les années 70, les CPS. On les prend en considération, c'est rentré en kit empathie. Les kits empathie, ils sont arrivés à l'école en 2024. Donc déjà, années 70-2024, on est sur du 55 ans. Donc, voilà, on fait au Effectivement. mieux. Et puis, si vous allez au Canada, c'est rentré dans la culture Canada. On a aussi la Belgique où c'est rentré depuis des années les CPS. La France, il faut être honnête, on a eu un petit peu de retard OK, par rapport très à bien. ces pays-là. 55. Du coup, Désolée. Charlotte qui nous posait, la question sur l'éducation nationale, en Oui. complément, nous pose une question pratique de savoir, quel type d'atelier vous proposez à des jeunes ados, ados-adultes qui ont déjà le nez dans la consommation et qui n'ont pas forcément envie d'en parler et qui n'ont peut-être pas conscience d'être dans une situation d'addiction? On n'est pas forcément sur des ateliers. Après, c'est vrai qu'au CICAT, on a aussi, des partenariats avec des centres sportifs, avec, d'autres associations, comme des clubs de, comment on appelle ça? Pardon, pas paysagistes, mais, de jardinage.
Voilà, donc on les emmène aussi, on est avec des associations de loisirs. Donc en fait, on essaie de rétablir avec eux plutôt les compétences sociales d'abord, pour qu'ils puissent recréer des liens. Donc à travers des activités différentes comme le cinéma, etc., enfin des sorties, du sport, etc. Retrouver un groupe en fait, par exemple, voilà, enfin, si on repart sur une inscription sportive dans un club de sport, on va retrouver des liens avec des personnes effectivement qui sont en dehors d'habitude de mon environnement. Là, je rencontre des nouvelles personnes qui font partie du club de sport avec qui j'ai un nouveau lien. Voilà, on est plus sur ce genre de choses, on n'est pas forcément sur des ateliers à partir du moment où le jeune vient et qu'il a compris qu'il y avait une addiction. Après, on a des suivis, des accompagnements. Nous aussi, Kat, on a énormément de corps de métiers différents. Parce qu'une addiction, ça s'accompagne dans sa globalité, pas forcément que sur le volet soins et médecins addictologues, pas du tout. On a aussi donc des psychiatres, bien évidemment, des psychologues. On a aussi des éducateurs spécialisés, on a aussi des assistantes sociales, etc. Enfin voilà, on est sur tout un volet et l'accompagnement se fait de manière globale et en fonction de ce dont a besoin le jeune au moment où il est avec nous. Donc OK. Donc voilà. ça part de l'idée qu'il faut que le jeune soit volontaire, parce que finalement dans la Ah, question de toujours. Charlotte, c'était de dire, des peut-être des ateliers qui pourraient être proposés aux jeunes, qui n'ont Il y en pas a. forcément, Ouais. Il y en a en effectivement. prévention. Oui. On a eu en prévention, oui, bien sûr, en prévention, ça se fait, mais le jeune qui va être dans une addiction, effectivement, donc on a fait des ateliers collectifs, etc., dans des établissements scolaires, avec tout type de jeunes différents, addicts ou pas addicts. Après, effectivement, Là, on va les être sur de parents. la RDR. On va être sur de la Ouais. réduction des risques, principalement. Un ado de seconde qui fume, on n'y va pas, ou qui consomme du cannabis, on ne va pas être sur consomme pas de cannabis, parce que de Non, toute façon, au niveau de son cerveau, on a dit la prévention par la peur, on ne pourra pas y aller, ça ne non. fonctionnera pas. Donc, s'il est dans ses consommations, on va plutôt être là déjà le protéger lui et les autres, c'est-à-dire si tu consommes jamais seul, tu t'entoures, etc. On va Mm. plus sur des ateliers de RDR parce qu'on va être on n'est plus sur de la prévention primaire. Et qu'après, le but, ça va être de retrouver en fait quels sont les besoins au Mm. travers des C'est ça. activités, quels sont les besoins qui sont insatisfaits chez lui, qui vont l'amener à consommer pour lui redonner ses besoins fondamentaux, parce qu'on part quand même de ça, et Mm. de voir que il a besoin d'appartenance, il a besoin de relations, il a besoin de se sentir libre, de compétences, d'être compétent, etc. Donc, à travers tous les ateliers mis en place autour du jeune, on va le remettre dans sa globalité, on va laisser toucher et de resatisfaire des besoins qui l'ont amené à consommer pour qu'il arrête de consommer. Mais il y a des Mmh. ateliers de prévention. Oui. Mais avec si vous voulez, les ateliers de prévention sur les addictions, par exemple sur le tabac, on sait que c'est chez les sixièmes qu'on travaille. Après sixième, non, ils sont déjà dans la conso. Donc on ne va pas leur dire, faut pas fumer. Voilà. Donc il y a vraiment tout un Oui, ça se protocole prépare en amont. en amont pour être dans la prévention primaire. Et après, quand il y a des consos, on va plus être dans la réduction des risques. Bah voilà, tu consommes, tu bois. Alors on sait qu'un jeune de moins de 18 ans, normalement, légalement, il n'a pas le droit de boire parce qu'il achète, il ne peut Ni pas de acheter, fumer. ni de fumer parce qu'il peut pas acheter, il peut pas acheter. La vraie vie, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Donc nous, on s'adapte au monde et on va être dans, bah ouais, si tu consommes du cannabis, fais en sorte qu'il y ait un pote qui, voilà, si tu montes pas dans une voiture, voilà, tu restes sur place, t'appelles pas. Voilà, c'est sur des choses comme ça qu'on va travailler. On va s'adapter au développement et à la maturité des jeunes qu'on a en face de nous. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, nous avons Gaëlle qui nous pose la question de l'addiction aux écrans, et de savoir ce qui est fait aujourd'hui pour accompagner, l'addiction aux écrans qui a beaucoup évolué ces dernières années. Alors, vous avez vu, du coup, dans les addictions, dans la slide qu'on a montrée, effectivement, l'OMS ne reconnaît pas l'addiction aux écrans. L'addiction aux écrans, aujourd'hui, n'existe pas. Donc, ça vous fait peut-être rager ou je sais pas, ou en tout cas, ça soulève des choses chez vous derrière vos écrans en ce moment.
Mais oui, officiellement, il n'y a pas d'addiction aux écrans. On n'est pas addict à son écran. Par contre, il y a effectivement des choses qui sont à l'étude. C'est ce qu'on en fait des écrans, c'est-à-dire potentiellement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont à l'étude, effectivement, et certains jeux vidéo, comme je le disais, donc là, c'est déjà reconnu, c'est ce qu'on appelle la catégorie des jeux vidéo, les MMORPG, c'est des jeux multijoueurs en ligne qui ne s'arrêtent jamais. Donc, c'est pas forcément des jeux de violence, hein, c'est des jeux qui ne s'arrêtent jamais, dans lesquels je vais créer mon avatar et je serai qui j'ai envie d'être. Et aussi les petits pay to win comme Candy Crush, etc. Là, hein, payer pour gagner, effectivement. Donc ça aussi, c'est des jeux qui rendent addicts. L'addiction aux écrans en réel n'existe pas, mais après, effectivement, dans le programme Unplug, par exemple, on en parle. On parle des écrans, on fait des sensibilisations sur les écrans. Ça démarre dès tout petit parce que nous, je sais que dans notre département, les infirmières scolaires, quand elles vont en école élémentaire, elles ont un programme, effectivement, une séance sur les écrans. Et nous, on parlait aussi du programme Tina et Tony tout à l'heure, on a aussi une séance sur les écrans. En fait, on ne va pas parler d'addiction, on va parler d'usage, de bon usage des écrans et de mésusage, de mauvais usage des écrans. On est surtout là-dessus. L'addiction, c'est un mot où maintenant on met un peu un fourre-tout derrière ça. L'addiction aux écrans, non. Finalement, quand on regarde aussi, nous tous adultes, notre temps d'écran sur le téléphone, on se rend compte qu'effectivement, il est assez conséquent. Le temps d'écran chez les jeunes aussi. L'écran, aujourd'hui, c'est aussi une certaine bulle dans laquelle on se réfugie pour essayer d'échapper à une réalité, mais ce n'est pas une addiction. C'est pour l'instant, en tout cas, Pour l'instant. effectivement. Donc voilà. Après, il y a effectivement autre chose qui est liée aux écrans, mais c'est plus de l'addiction, c'est de la maladie, c'est la phobie d'être sans son téléphone. Si je dis pas de bêtises, c'est la nomophobie. Et ça, c'est être sans son téléphone, la personne qui se dit, bah, je l'ai oublié ce matin, c'est impossible en fait de l'oublier, elle l'oubliera même jamais, puisqu'il est greffé à sa peau. La personne qui va dormir avec son téléphone, etc. C'est pas une addiction à l'écran, c'est une phobie, c'est la nomophobie, et ça, c'est une autre maladie, c'est pas de l'addiction. Et par rapport aux compétences psychosociales, où on disait l'importance des adultes d'avoir travaillé ses propres compétences, et que c'est vrai que nous, quand on travaille les écrans avec les enfants, et notamment le programme Tina et Tony, n'utilise aucun écran, justement pour sortir de ça. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, bah oui, mais il n'y a pas de vidéo. Bah non, c'est des histoires écoutées avec des images, et on essaye de revenir à ça. Et c'est vrai que quand nous, on travaille avec des parents ou ou qu'on est en formation, qu'on travaille et qui nous parlent sur les écrans, première chose qu'on dit, c'est regardez autour de vous tous les gens qui ont leur téléphone sur la table. Et on demande aux gens de compter leurs écrans à la maison. Et ben, ça fait prendre conscience que nous aussi, les adultes, on a un devoir, et on s'est rendu compte, j'ai fait une conférence avec Serge Tisseron, que vous connaissez certainement, donc qui a fait le 3-6-9-12. Et Serge Tisseron a travaillé avec un papa où en fait, ils avaient leur petit qui était tout le temps comme ça. Et en fait, ils ont cru qu'il y avait une maladie, etc., où il y avait un problème. Et en fait, non, c'est quand le papa partait en balade avec son enfant, il était tout le temps au téléphone. Et du coup, il poussait la poussette comme ça. Donc, en fait, il y avait juste un mimétisme de l'enfant par rapport aux parents. Donc, dans l'empathie, on est aussi là-dessus. C'est vrai que nous, en tant qu'adultes, par rapport à nos enfants, on a un devoir. Alors, avant, on parlait du papa ou de la maman qui avait le journal à table. Aujourd'hui, le journal, il a été remplacé par les écrans, par le téléphone. Donc, c'est quel lien, en fait, on veut créer et comment on veut retravailler. Après, les écrans, ils ne sont pas diabolisés non plus. Aujourd'hui, ce webinaire, il est bien grâce aux écrans et que ça peut avoir du sens. Et comme le disait Magali, c'est surtout, nous, on ne va pas le diaboliser, on va surtout comment rendre un usage raisonné et intelligent des écrans. Exactement. Parce que outil formidable pour l'information, etc. Mais bien entendu, on va développer la pensée critique, notamment avec l'utilisation de l'IA pour les cours, où on se rend compte que
En fait, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Alors, il y a des choses très chouettes pour écrire des courriers, ça peut être très pratique, des lettres, etc. Donc, ça, c'est comment on va utiliser l'outil, en fait, Ouais. écran. Mais Pour certes, en avoir un bon un usage. bon usage. Mais là, voilà, on est en 2025. Pour l'instant, il n'y a pas d'addiction aux écrans. Peut-être qu'en 2030, à l'horizon, mais là, il n'y en a pas assez de recul parce que finalement, les écrans sont apparus Assez récent. assez récemment et que ça a explosé d'un coup et qu'aujourd'hui, on n'a pas d'études réelles dessus. Mais on sait qu'un usage excessif, bien entendu, c'est des problèmes de sommeil, c'est Oui. tout ce qui est augmentation du harcèlement. Alors, on Parce avait qu'on déjà travaille organisé dedans. un épisode dédié à la Mm. dépendance aux écrans. Voilà. Et d'ailleurs, cet épisode est certainement visible sur le site Santé Addiction. Super. Ouais, 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 ouais. Du coup, il y a une question qui se pose, c'est comment faire pour être formé aux compétences psychosociales? Alors, aujourd'hui, on est en train de créer les pools formateurs. Donc, les experts nationaux, on est formés à la première phase des compétences psychosociales, la phase 1, acceptation et compréhension. La phase 2, on va être, même si on forme depuis très longtemps en compétences psychosociales, mais là, la dernière grosse classification, on est en train d'être formés. Nous, à l'horizon 2026-2027, on va complètement réintégrer ces formations avec un pôle formateur qui va être créé dans toutes les régions pour dispenser ces formations à la nouvelle classification. Vous pouvez pour autant déjà vous former aux compétences psychosociales à la classification 2021 qu'on vous a présentée. Elle ne va pas évoluer énormément entre 2021, je vous ai dit, un tout petit peu sur le fond, mais beaucoup plus sur la forme. Donc, on va déjà l'aborder. Et actuellement, nous, on forme, par exemple, sur tous nos départements, toutes nos antennes promotion santé le font, et tous les promotions santé font des compétences psychosociales. Faites attention, par contre, à qui vous forme. Parce qu'aujourd'hui, alors nous, les promotions santé, on a une association nationale, hein, on est reconnu par Santé publique France, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, de coachs, qui apparaissent, qui voilà. Moi, je n'ai pas d'état d'âme, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que voilà, privilégier les formations sur des associations reconnues par l'État, vous serez quand même mieux accompagné si le psychiatre vous forme ou la pléiade. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. Mais vraiment avec des gens qui quand même connaissent le domaine. Nous, on intervient sur le terrain, on travaille sur les compétences, on a écrit des programmes compétences psychosociales depuis de nombreuses années. Donc voilà, on est vraiment dans une démarche plus. Si c'était avec la FRAPS, par exemple, il suffit d'aller sur leur site et il y a un encart Nos formations et vous allez retrouver la formation compétences psychosociales avec les dates et voilà. Mais Tout voilà, simplement. tout Non, à mais fait. c'est gentil. concret comme réponse du coup. Tout à fait. Sachez que celle de 2025, elle est déjà complète depuis, parce oui. que nous par exemple sur notre département, on est 2 et sur notre région, à être formé au national, on est 2. Donc on fait aussi ce qu'on peut. Voilà. Mais il y en a dans toutes les régions et franchement, allez-y, ça vaut le coup, c'est chouette. Et dites-vous que ça va vous remuer, mais que ça sera pour du plus après. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, on avait deux dernières questions qui me paraissent un petit peu larges, mais une question de la structure de Nanterre qui demande si de nos jours le téléphone remplace la cigarette chez les ados pour paraître plus grand. Y a-t-il une étude sur le sujet? Non. Non, il n'y a pas d'études sur le sujet. Non, non. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que le téléphone remplace la cigarette. Non, pas du tout. Ce qui est sûr, par contre, c'est que l'image de la cigarette chez les jeunes aujourd'hui, elle évolue. On le sait parce que là, il y a des chiffres qui prouvent qu'il y a une baisse de la consommation de la cigarette chez les jeunes. C'est des études que vous pouvez retrouver encore une fois sur le site de l'OFDT. Donc, c'est des études et des chiffres que vous allez pouvoir trouver là-dessus. Donc, l'image de la cigarette chez les jeunes, elle évolue. Effectivement, maintenant, fumer, ça devient un peu has-been. Ouais. T'es un loser un peu quand tu fumes. Donc, l'image, elle évolue. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est parce que le téléphone a pris la place de la cigarette, pas du tout. C'est les connaissances en fait qu'ils ont dès leur plus jeune âge, avec le fait aussi qu'il y a de moins en moins de fumeurs en France, etc. Et puis il y a des campagnes, enfin il y a Il y a du travail des de campagnes. prévention chez les sixièmes, etc. pour travailler sur ça. Exactement.
Donc non, par contre, entre le lien entre le téléphone et la cigarette, non, pas du tout. Il n'y a pas OK. d'études là-dessus. On ne peut pas Du répondre coup, à je me ça. suis permise de mettre le lien du site, de l'OFDT Oui, merci. pour Parfait. ceux qui voudraient, le consulter et alors dernière question d'Emmanuela. Comment construire une relation de confiance pour aborder les CPS avec des jeunes en décrochage scolaire? Et ben, en fait, on s'est rendu compte donc il y a des critères qualité pour mener, des actions, compétences, psychosociales. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, un environnement favorable, donc déjà qu'il y ait une posture de la personne qui soit CPS. D'accord? Donc il est travaillé et cetera avant même de mettre des programmes en place. C'est que la personne, elle ait une posture CPS, de bienveillance, de capacité critique, de valorisation et cetera. Ensuite, il faut mettre en place, des activités CPS formelles, donc avec, des programmes, des choses répétées, parce qu'on s'est rendu compte qu'en dessous de 10 séances CPS, les programmes, ils étaient pas efficaces. Donc ça se travaille. Il faut vraiment, et puis ça date d'il y a longtemps, hein. C'est Linda Cambon qui disait, voilà, pour vraiment un programme CPS soit efficace, en dessous de 10 séances, c'est compliqué. Ça reste, voilà, quand on nous sollicite, nous, pour faire venir, en plus, on nous dit, venez faire une séance estime de soi, qui n'est pas une CPS, on rappelle, mais sur 2 heures, moi, je dis non. Je dis, je vais proposer des trucs, je vais ouvrir un champ où ça peut être violent, des fois, de se prendre un truc, dire, voilà, et puis derrière, salut, je me casse. Non, enfin, voilà, il y a vraiment tout un cheminement, apprendre à travailler avec eux, etc. Et puis ensuite, il y a toutes les activités informelles aussi qu'on va faire au quotidien. Donc, ce qu'on appelle, nous, par exemple, un exemple très basique, c'est l'échelle des risques, d'exposition aux risques. Un enfant, si il arrive, une classe, on lui dit présente-toi devant tout le monde, mais rappelez-vous, si vous étiez nouveau, l'horreur du truc. Vous connaissez personne, vous devez parler, c'est la montée de l'angoisse, horreur. Voilà, en plus, si vous êtes ado, c'est foutu. Donc, l'échelle d'exposition au risque, c'est comment j'apprends d'abord aux jeunes à réfléchir à l'intérieur de lui-même sans parler. Ensuite, je vais lui apprendre à travailler en groupe et à donner des réponses de groupe assez conséquents parce que comme ça dilue ma responsabilité si je me plante. Très, très pratique. Ensuite, le groupe, il devient plus petit. Puis ensuite, j'arrive à prendre la parole tout seul. Et à la fin de l'année seulement, je vais faire des exercices où je vais faire un exposé. Donc, je ne fais pas l'exposé en gros au début de l'année. Je vais faire toutes ces étapes informelles de travailler, apprendre à travailler en groupe, pour autonomiser la personne et arriver à lui faire travailler. Et puis après, bah, ça va être tout l'environnement, c'est comment tous les adultes autour de lui, comment l'école, la disposition, c'est-à-dire, bah, est-ce que au début de l'année, je vais être plutôt en disposition de salle, plutôt en paquet, et puis petit à petit, je vais amener les élèves à s'individualiser pour d'abord, et puis travailler les travaux de groupe, être dans les travaux l'aide par les pairs, on le voit vraiment, tous les travaux où les enfants apprennent à se corriger entre eux, à travailler, toutes ces choses-là, c'est Ça de favorise la mise en l'environnement. confiance. Voilà. Et d'être Alors, pas dans le descendant. je me demande juste si Ouais. finalement la question d'Emmanuela, n'est pas une question liée à une problématique d'accueil, hein, dans une structure information jeunesse où finalement, bah, on accompagne les jeunes, sur toutes, et dans toutes leurs problématiques et du coup, peut-être que Alors, sa j'ai question peut-être un était autre. plus tournée sur si un élève en décrochage scolaire, vient dans la structure, comment finalement, Oui, créer l'alliance Le lien. pour l'amener jusqu'à des ateliers CPS, c'est ça? Je pense plutôt comment, l'amener finalement à peut-être réintégrer, le système scolaire, parce que si on a un jeune en décrochage scolaire, c'est probablement qu'il y a une Alors, phobie bah, c'est scolaire. l'empathie Alors, déjà. voilà. C'est l'empathie et comprendre aussi que il va falloir aller à son rythme. Et je crois que ça, alors dans le monde médico-social,
c'est un des gros problèmes, entre guillemets. On arrive à tout ce qui est, pareil, il faut du chiffre, nombre de ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne, et puis voilà. Et de comprendre qu'il y a un moment, l'alliance, elle va se faire avec un jeune, un adulte, mais ça sera peut-être pas le bon adulte au moment. Il faut savoir quand ça marche pas avec vous, et le renvoyer vers quelqu'un d'autre, pas le prendre pour soi par culpabiliser. Et puis que dire qu'on est dans l'empathie, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir conscience que quand ça fonctionne pas, parce que le jeune veut pas, c'est OK parce que c'est pas le bon moment pour lui. C'est horrible. Je veux bien, on a toujours envie de faire plus, mais il faut bien comprendre que lui, son cheminement et ses besoins, il faut arriver à trouver le besoin qui lui va à lui. Et du coup, le besoin, il prend du temps. Je sais que c'est antinomique avec notre tout ce qui est tarification à l'activité et avec nos façons de travailler actuellement, mais c'est redonner du temps. Bousculer, c'est voilà. Donc, il n'y a pas de baguette magique, je suis désolée. Et qu'après, nous, on a fait un groupe aussi, compétences psychosociales. Je travaille dans les dames et dans les IME. Je sais pas, il y a les deux termes chez nous. Donc, on a fait un groupe et une expérience qu'on a eue, c'est qu'en fait, ils ont pris plein de jeunes de différentes structures, de différents services, et ils les ont mis avec nous. Et alors là, le groupe, il a explosé parce qu'en fait, il n'y avait pas de groupe. Et en fait, ils ont dit, on est là parce qu'on est fous, parce que voilà. Donc, en fait, il y a aussi toute la volonté et la motivation de la personne à être là. Et du coup, on a du tout retravaillé qui voulait être là, qui veut pas être là, etc. Et il faut être vraiment très à l'écoute de ça, sans jugement et travailler dedans. Et ça prend énormément de temps. Les CPS, c'est du temps. C'est un énorme temps d'investissement, c'est un énorme temps de travail au départ, mais qui permet ensuite d'en gagner. Mais le temps gagné là, il se voit peut-être parfois, des fois, 6 mois, 2 ans, 3 ans après. C'est de la patience, mais que ça a du sens. Et que moi, je dirais, parce que je l'ai eu cette question, je vous revois, mais j'ai eu cette question justement, et on m'a dit, oui, mais moi, avec ce jeune-là, j'y arrive pas. Passe le relais, en fait. Demande toi-même de l'aide à tes collègues, parce que tu te rends compte que les outils que tu as envoyés dans le trou, c'était pas les bons pour cette personne-là. Et elle va peut-être envoyer les mêmes outils, mais Comme elle l'aura fait plus tard, c'était peut-être le bon moment. plus tard, ou alors qu'il y a une alliance qui se joue. Oui. On le voit en alliance thérapeutique. Il y a une alliance qui se joue qui va être différente. Pourquoi, machin, etc. C'est peut-être pas que vous avez mal fait. C'est peut-être le temps, comme tu disais, voilà, ou juste un petit truc qui a fait que. Le prenez pas pour vous. Et ça, c'est déjà un grand CPS pour vous-même. C'est-à-dire, il y a une pensée critique. Vous n'avez pas forcément mal fait, juste vous n'étiez pas la personne appropriée pour cette personne. Voilà. On ne vous entend plus, Madame Delaine. Oui, effectivement. Je ne sais pas si on a mieux répondu, du coup. Emmanuela, je pense, mais bien sûr, dites-le nous dans le chat. Alors, on va prendre, comme on a déjà un petit peu débordé, il nous reste une dernière question. La cigarette électronique. Alors, oui, je crois que c'est forcément la question revient. Elle était déjà venue, je crois, à l'épisode précédent qu'on avait organisé. Donc, l'image de la cigarette chez les jeunes évolue, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, mais qu'en est-il des jeunes qui commencent à fumer via la cigarette électronique? Oui, c'est des chiffres, effectivement, il y a 5 ans qu'on n'avait pas. Et c'est des chiffres, maintenant, c'est une nouvelle colonne, effectivement, dans les substances que consomment les jeunes, qui est arrivée, donc il y a très peu de temps, effectivement. La cigarette électronique, oui, elle est consommée par de plus en plus de jeunes. C'est un fléau aussi qui démarre. Mais, comment dire, on a eu aussi la puff qui maintenant est interdite, mais c'était la puff qui était quand même à viser des collégiens, il faut le savoir, parce que la cigarette électronique, elle avait été inventée pour aider les gros fumeurs à arrêter. Sauf que ceux qui la finançaient, c'était les mêmes que ceux qui fabriquaient les paquets de cigarettes. Donc, à un moment donné, ils se sont arrêtés en se disant, eh mince, en fait, la cigarette électronique, ça marche. Mais du coup, j'y gagne moins que quand mes gros fumeurs achetaient tous les paquets. Donc, du coup, si on les aide, les gros fumeurs, à arrêter de fumer, il va peut-être falloir qu'on invente un truc pour aider la jeunesse à commencer. Et du coup, bonjour la puff.
Donc les puffs, pour ceux qui connaissent peut-être pas, c'était alors je dis c'était, mais c'est toujours, hein. C'est en fait une cigarette électronique jetable qui est bien plus petite, qui était fabriquée de toute façon avec des sels de nicotine. Donc il y a forcément de la nicotine dans une puff, même quand il y a marqué 0%. D'où aussi une des raisons qui font qu'aujourd'hui elle a été arrêtée. Et donc, en fait, la puff, enfin, quand je la fume, la bouffée que je vais inspirer, en fait, elle gratte pas, elle passe bien, elle est agréable. Alors qu'une cigarette électronique, effectivement, c'est quand même un peu plus fort en puissance. Ça gratte un petit peu plus parce qu'il n'y a pas toujours de sel de nicotine. Les sels de nicotine, c'est ce qui fait que ça va enrober la fumée quand je vais l'inspirer. Donc la puff a été arrêtée, mais comme ça fait 2 ans que l'État en parle qu'ils doivent arrêter la puff, les jeunes étaient bien au courant, donc ils en ont profité effectivement pour coffrer un petit peu et pour en acheter un petit peu en avance. Et en fait, il y a aussi l'apparition des nouvelles smart cigarettes. Alors, comme la puff a été arrêtée, et ben, du coup, ils ont inventé la smart cigarette. La smart cigarette, c'est pas interdit puisque ça n'est pas une puff, mais finalement, c'est un entre-deux entre la puff et la cigarette électronique. Bref. Donc, de toute façon, effectivement, à chaque fois qu'on essaiera d'arrêter quelque chose, il y aura toujours un autre truc qui va être inventé. Qu'on se le dise, la cigarette électronique, oui, effectivement, ça plaît plutôt aux jeunes parce qu'on n'est pas sur l'image du vrai fumeur. Eux, ils pensent qu'ils ne fument pas, ils vapotent. Donc, c'est vapoter, c'est pas fumer. Effectivement, il n'y a pas de monoxyde de carbone, mais quand même, ça reste fumé. Donc, effectivement, c'est encore autre chose et encore une nouvelle image à travailler pour en arriver à Travailler l'esprit critique encore et travailler exactement l'esprit critique qui comprenne effectivement l'importance et la dangerosité quand même malgré tout du produit, même s'il n'y a pas de monoxyde de carbone et de goudron, c'est quand même dangereux. Je ne sais pas si Eh bien, ça lui répond. je pense, je ça pense, reste je moins dangereux pense. qu'une cigarette classique, hein. Tout à fait. C'est pour ça que c'est utilisé notamment dans l'aide à l'arrêt. Voilà, on le voit vraiment. C'est utilisé dans l'aide à l'arrêt, ça a un vrai impact pour les fumeurs Oui. parce que oui, ça aide, etc. Le truc, c'est que ça enlève pas le geste quand même. Non. Parce que l'addiction au geste est quelque chose de très important dans la cigarette. Mm. Mais Mm. il n'y a pas les goudrons et le monoxyde de carbone qu'on retrouve et certains produits polluants qu'on Exactement. retrouve dans le produit. Donc voilà, c'est mieux encadré. Pour autant, on n'a pas assez de recul aussi pour dire si Non. c'est tellement anodin que ça. Et il y a de la nicotine. Non, effectivement, on Mm. devrait avoir les premiers chiffres sur la cigarette électronique qui devraient arriver à l'horizon 2030. En fait, la cigarette électronique, elle a été inventée en 2003, elle a commencé à être commercialisée en 2005 du côté de la Chine, etc., parce que ça a été inventé là-bas. Et elle est arrivée en France avec l'explosion de toutes les petites boutiques qu'on voit, Vapote, etc., en 2011. Et il faut 20 ans pour avoir suffisamment de recul pour les scientifiques pour savoir si ça va avoir des conséquences réelles sur la santé. Donc 2011, on est en 2025, donc il faut attendre encore quelques années. Tous les fumeurs de cigarettes électroniques aujourd'hui sont un peu, entre guillemets, nos cobayes. Mais il y a les premiers résultats qui sont tombés et que vous pouvez retrouver effectivement des fois sur le Internet du professeur Carilla. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez peut-être déjà vu ou entendu professeur Carilla. C'est un addictologue très réputé en France. Il fait plein de podcasts, etc., sur les addictions qui sont intéressantes. Et donc, les premiers chiffres que lui a sortis, c'est que la cigarette électronique est quand même moins dangereuse à 95% par rapport à la cigarette classique, parce que, comme on le disait, il n'y a pas de monoxyde de carbone et de goudron, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dangereuse du tout. Et ça, il faut attendre encore un petit peu pour... Comment ça s'écrit, Carilla, pour les gens? Ah oui, Karila. Je vais vous mettre Carilla. le lien vers. Voilà. Merci. C'est Laurent Carilla, hein, c'est ça? Oui, exactement, Laurent Carilla. Je pense que peut-être quand vous allez le voir, vous allez vous dire, ah oui, l'affaire Palmade, on l'a déjà vu à la télé, Laurent Carilla, etc. Enfin voilà, il est assez médiatisé en France comme addictologue, donc voilà. Et En il travaille effet. sur Paris. En effet, en effet.
Oups là, alors, voilà, j'avais un petit souci d'affichage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions, d'autant qu'on a beaucoup débordé. Merci, pour votre disponibilité, ce matin. Ah, l'échelle d'exposition au risque. J'ai pas Il y a vu. eu une demande et c'est possible d'avoir l'échelle d'exposition au risque. J'ai Si juste vous le temps avez de voir encore un petit passer peu de ça. temps, je veux bien répondre L'échelle aussi. d'exposition au risque, elle est présentée dans le programme Unplugged, mais moi, je ne l'ai pas en tant que telle. Non, moi non plus. Voilà. C'est, Après, peut-être qu'en tapant sur votre Mhm. moteur de recherche préféré, vous aurez la réponse. Mais voilà, ça s'appelle l'échelle d'exposition au risque, en tout cas. Et c'est Très comment on bien. passe d'un individu, on le met en confiance pour arriver à le faire s'exprimer devant tout le monde. De OK, rien. très bien. Merci à toutes les 2 pour ce Merci. webinaire. Merci à Merci vous de nous beaucoup. avoir fait Merci à toutes et participer. tous pour votre présence ce matin. Voilà. Vous recevrez toutes et tous le replay, une fois qu'il sera un peu monté, je vous l'envoie dans les prochains jours. Voilà, je l'enverrai donc à tous les inscrits, qu'ils aient été présents d'ailleurs, ou pas. Voilà, écoutez, je vous souhaite Merci. à toutes et à tous une très bonne, journée Bonne Bonne journée à vous. journée. et je vous dis à bientôt. Bonne journée. Merci.